Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. Une visite officielle exceptionnelle à plus d'un titre. Une visite officielle effectuée par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Abu Dhabi, où il a été reçu avec la solennité requise par son Altesse Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Et tout de suite, le travail a commencé avec la signature d'une déclaration commune et la signature de plusieurs accords et mémoranda. Ce nouveau partenariat est souligné par l'intitulé même de la déclaration, à savoir vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats arabes unis. Et de fait, c'est un nombre important de secteurs et un nombre encore plus impressionnant de projets qui sont concernés par ce partenariat, lequel pourrait et devrait être érigé en modèle de coopération de pays appartenant au Nouveau Sud ou au Sud global, comme on dit. Des secteurs traditionnels bénéficieront d'investissements émiratis comme les infrastructures, le tourisme, le transport ou encore l'agriculture ou l'immobilier, mais des secteurs novateurs sont également concernés, comme les énergies renouvelables, la création d'une flotte commerciale, développement durable, hydrogène vert et d'autres encore. On l'aura compris, cette visite officielle de Sa Majesté apporte les éléments de coopération et les instruments financiers les plus novateurs pour lancer ou relancer, réinsuffler du sang neuf au développement du pays. Par ailleurs, ces projets et ces partenariats entrent en droite ligne de la vision royale exposée lors du discours de la Marche verte voici un peu plus d'un mois. Cette vision est celle de l'afro-atlantisme de Sa Majesté qui souhaite donner vie à l'atlantisme africain et l'ouverture de notre continent sur l'Amérique, mais aussi celle du désenclavement des pays du Sahel. Nous reviendrons sur le détail et les analyses concernant cette visite historique à plus d'un titre avec nos invités. Abdelatif Komat, vous êtes doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca et vous intervenez directement du Mexique, de la ville de Victoria. Merci d'être avec nous, si Komat. Si Zakaria Firano, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous aussi. Vous êtes économiste et enseignant à l'université Mohammed V de Rabat. Si Nabil Adel, bonjour et merci aussi d'être avec nous. Vous êtes enseignant de géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Vous êtes directeur du laboratoire aussi de géoéconomie de l'ESCA. Bonsoir. Est-ce que c'est ça? Très bien ça, merci. C'est un groupe de recherche, un laboratoire. Merci, groupe de recherche, excusez-moi. Merci à tous d'être là. Alors, on commence directement par vous, donc Nabil Adel. Nous avons tous regardé les images de cet accueil grandiose, cet accueil solennel réservé à Sa Majesté le Roi et sa délégation officielle. Avant d'entrer dans les détails, de quoi est-ce le signe et quelle a été votre réaction première? Mais écoutez, comme tout Marocain, c'est une réaction de fierté, naturellement. C'est de voir la place qu'occupe son pays dans le concert des nations, ça fait toujours plaisir, surtout que ce n'est pas la première fois où Sa Majesté est reçue avec les honneurs qui ne sont pas dus à d'autres chefs d'État. Et on l'a vu pendant la COP 22, je pense, en France. À chaque fois que Sa Majesté se déplace, c'est vraiment, ça montre le poids qu'il a sur l'échiquier international et comment il est reçu par les honneurs. D'un point de vue symbolique, il faut savoir que les relations entre le Maroc et les Émirats remontent à des années, à la création des Émirats modernes tels qu'on les connaît en 1971. Il faut savoir que les Marocains ont contribué massivement à la formation des cadres aux Émirats. Il y a même des Marocains qui ont assuré la sécurité, qui ont assuré la formation des cadres dans l'administration. Donc c'est un partenariat qui est ancien, qui est renouvelé, d'où l'intitulé du partenariat, qui est renouvelé. Son Altesse Royale, le prince Mohammed bin Zayed, a fait une partie de sa formation au Maroc. Donc il connaît très bien le pays. Et donc effectivement, ça ne peut être qu'un sentiment de fierté que de voir son pays rayonner sur la chaîne internationale. Zakaria Filano. Bien, bon, nous tous, on était émus par rapport à la manière avec laquelle on a reçu notre souverain, donc notre auguste souverain. Et donc, si je peux dire un mot sur ça, c'est que ça démontre en fait que les relations entre les deux pays, ce n'est pas des relations qu'on dit toujours win-win. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des relations économiques, ou je dirais aussi des relations de partenariat économique. Moi, je dirais que les relations entre les Émirats et le Maroc, c'est des relations fusionnelles entre deux nations. Et donc, ça se décrit dans la manière. Il faut regarder aussi un peu les signes de visage, les comportements, le gestuel des deux rois. Ça veut dire le roi Mohammed VI, notre souverain, et aussi le président des Émirats, le prince Cheikh Mohammed bin Zayed. Et donc, ça se voit qu'il y a une relation qui dépasse largement
les intérêts économiques, qui dépasse les partenariats économiques. Ça rentre vraiment, bien. je dirais, personnel, et ça pousse encore plus. Ça veut dire on s'inscrit dans une logique de dépendance de long terme. Ça veut dire les deux pays, ils ont, je dirais, un destin commun. Pas uniquement sur le plan économique, peut-être aussi sur le plan politique, sur le plan géopolitique, sur le plan des stratégies de long terme, sur le plan du positionnement dans les deux continents. Le Maroc, c'est l'Afrique. Les Émirats, c'est un peu le Moyen-Orient et aussi l'Asie. Et donc, c'est vraiment des relations qui sont très intenses et qui nous permettent de voir qu'il y a, je dirais, un bloc qui est en train de se former entre les deux pays. Peut-être c'est les prémices d'une nouvelle façon de voir les relations de partenariat entre les deux pays, mais ce qui est tout à fait logique aujourd'hui, c'est que nous voyons deux frères, ça veut dire deux rois qui se sont établis, ils ont un projet commun et ça décrit que ces deux projets vont être dans le futur, des projets qui vont conditionner le devenir, que ce soit du Maroc, mais aussi des Émirats. On ne peut que se féliciter par rapport à je dirais, cette manifestation grandiose que nous avons vécue de façon très solennelle par rapport à ce qui a été préparé pour le roi du Maroc. Et on ne peut qu'être fier par rapport à ça. Et j'ai dit, ça dépasse largement les intérêts économiques. Tout ce qu'on va discuter ici, ça le dépasse largement. C'est des relations qui sont très intenses, personnelles, fusionnelles et qui décrivent un peu un avenir très promoteur pour les deux pays. Vous avez parlé d'Afrique, on va revenir sur la composante africaine qui a son importance. Abdeltaïf Komat, à partir de Victoria. Oui, en fait, le mot, je dirais, très fort qui a été exprimé aussi bien par ces Ferrano que par ces Adil, c'est la fierté. Je dirais, ce n'est pas seulement nous, en fait, qui sommes présents dans l'émission, mais également c'est un sentiment partagé par tous les Marocains, parce que Sa Majesté, en étant accueilli d'une manière solennelle, avec cette grandeur, à travers Sa Majesté, bien sûr, ce sont tous les Marocains qui se sentent valorisés, considérés. Sa Majesté, aujourd'hui, en fait, il représente son peuple et à travers lui, bien sûr, nous nous sentons très fiers et très considérés. Mais pour être dans la complémentarité, bien sûr, à part la fierté, il y a, je dirais, un sentiment de sérénité, un sentiment de confiance. Pourquoi la confiance? Parce qu'au moment où le monde aujourd'hui vit des perturbations sur le plan politique, sur le plan économique, le Maroc, sous l'égide et sous la conduite éclairée de Sa Majesté, en fait, il n'a pas seulement une vision. En fait, la vision, on l'a partagée depuis quelque temps sur plusieurs plans, à moyen et long terme. Mais en plus, on est en train, dans un contexte difficile, de mettre en œuvre cette vision, de la transformer en stratégie et de la stratégie en plan d'action avec des projets ficelés, avec un financement qui est en train de se constituer. Et donc, tout cela, bien sûr, nous laisse confiants par rapport à la destinée de notre pays, par rapport à l'essor économique, à l'essor insertion, en fait, dans la géostratégie qui est en train de se mettre en place et la géoéconomie également qui est en train de bouger. Et donc, bien évidemment, nous sommes fiers, mais nous sommes également confiants pour l'avenir. Merci Sab. Je reste avec vous justement. On va rentrer dans le vif du sujet avec la déclaration conjointe qui a été signée par les deux chefs d'État. Donc en première partie de cette déclaration, il y a les objectifs et les principes. C'est vraiment très méthodique, très structuré. Et dans ces objectifs et principes, alors je vais dire instaurer un modèle de coopération économique et d'investissement global et équilibré. Et activer une coopération pragmatique et concrète par le biais de projets structurants. Donc là, ça pose le décor, ça pose le cadre général de ce nouveau partenariat. L'objectif est clair. Est-ce qu'on peut parler d'un modèle qui serait duplicable ailleurs? Même question. Alors bien évidemment, c'est une référence, c'est un modèle. Alors bien sûr, est-ce qu'il pourrait être duplicable? Bien évidemment, mais il faudrait que les conditions soient réunies. Il faut rappeler que, en fait, l'état des lieux qui a été manifesté à travers cette visite, c'est un processus. C'est un processus parce que les relations entre les deux pays datent pratiquement de la création de l'État des Émirats arabes unis en 1971, où, en fait, l'évolution a été, je dirais, notable sur tous les plans. Sur le plan, bien sûr, des peuples, sur le plan du monarque, avec, bien sûr, également les chefs d'État des Émirats arabes unis, mais également sur le plan, je dirais, économique, où les relations économiques se sont étendues progressivement. Et il ne s'agit que de rappeler, en fait, cette évolution notable, rien que pour les 4 dernières années, de 2018 à 2022, les exportations du Maroc vers les Émirats arabes unis ont été multipliées par 3. Ils sont passés de 494
millions de dirhams à 1,4 milliard de dirhams. Également, les exportations des Émirats arabes unis vers le Maroc ont été multipliées par 2 pour passer de 7,7 milliards de dirhams à plus de 14 milliards de dirhams, donc pratiquement un élan considérable durant ces 3-4 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération du processus. Également, sur le côté investissement, on connaît que pratiquement les Émirats arabes unis sont le deuxième investisseur au Maroc, avec un cumul aujourd'hui qui se chiffre en plusieurs milliards de dirhams. Et donc tout cela veut dire que c'est un processus et qui a atteint une maturité qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes sur, je dirais, la continuation des projets classiques qui ont été l'objet de la collaboration entre les deux pays, mais nous passons à un autre élan. L'élan, c'est la coopération stratégique. Aujourd'hui, nous sommes sur des projets stratégiques, aussi bien sur le plan économique que sur le plan géostratégique, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'arrimer l'Afrique à ce processus, d'intégrer d'autres pays dans cette dynamique. C'est également un projet structurant pour le Maroc, parce qu'au-delà de l'aspect purement opérationnel, purement productif, nous sommes dans la mise en œuvre d'une infrastructure qui relie en fait le Maroc à d'autres horizons. On parle de l'Atlantique, on parle du port de Dakhla Atlantique, on parle du gazoduc, on parle aujourd'hui des ports, des aéroports, mais également en fait de l'extension aujourd'hui de la flotte de la Royal Air Maroc, parce que tout ce qui, comme on reviendra sur tous ces détails, Abdeltef Komat. On reviendra sur tous ces détails. Je voulais simplement, vous l'avez bien exposé dans votre intervention, avec les chiffres qu'il faut effectivement. Donc, c'est un modèle qui pourrait être duplicable ailleurs. C'est véritablement un objectif de. Alors, Zakaria Firano, Abdeltef Komat nous dit que les Émirats sont le deuxième investisseur. Avec tout ça, ça ne deviendra pas le premier investisseur? Voilà, vous avez touché un peu le mot que je voulais dire. Bon, il y a trois termes qui m'ont touché dans ce que vous avez pris comme extrait. Pragmatique. Pourquoi le terme pragmatique? Parce que la coopération, lorsqu'elle est pragmatique, ça veut dire qu'il faut que le gain soit partagé par les deux. Aujourd'hui, si on regarde un peu la structure des investissements qui sont faits au Maroc, la structure aussi des exportations, des importations qui sont effectuées, on va voir que les coopérations qui ont été conduites par le Maroc n'ont pas donné le fruit qu'on voulait. Et si on regarde un peu, que ce soit les accords de libre-échange, que ce soit aussi, si on fait les bilans par rapport aux principaux partenaires, là je parle clairement de la France, de l'Espagne, etc., nous sommes déficitaires, que ce soit au niveau de la balance commerciale, mais aussi, même si quelques pays sont des investisseurs premiers, comme la France, nous n'avons pas ce gain net en matière d'exposition ou de coopération économique. Je pense aujourd'hui que pragmatique dans le sens que nous allons partir vers d'autres partenariats qui vont nous permettre de s'installer dans une nouvelle logique d'investissement. Regardez maintenant, si on regarde un peu ce projet, ce modèle de coopération, vous allez trouver que les pays ou l'Imarat, ils rentrent aujourd'hui dans des projets stratégiques au Maroc. On est en train de parler d'infrastructures, on est en train de parler de l'eau, on est en train de parler du transport qui coûte très cher, ça veut dire les investissements très lourds. On parle de TGV, on parle de port, on parle aussi de Dakhla Gateway, etc. On parle de Nador, ce sont des investissements stratégiques. Maintenant, lorsque le Maroc se dirige vers un pays frère, ça veut dire l'Imarat, il est en train d'associer deux types de coopération. Une coopération politique, parce que les Imarats, c'est ce que qualifiait Majesté, notre auguste souverain, comme étant un pays frère. Toujours dans les discours royaux, on parlait de pays amis, pays frère. L'Imarat est un pays frère. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, se diriger vers un pays frère pour qu'il soit un investisseur de taille au niveau du Maroc, je dirais pas sur le court terme qu'il va dépasser la France ou les autres pays qui sont investisseurs, mais sur le long terme, si ces investissements rentrent sur le terrain, les Imarats vont devenir très importants. Il y a un point aussi très important à soulever, c'est que les Imarats, c'est un pays à capitalisation externe très importante. Ça veut dire que si je prends le volume des investissements directs des Imaratiens à l'étranger, en termes de stock, ça voisine les 240 milliards de dollars. C'est énorme comme investissement. Et ils ont un flux annuel qui peut arriver jusqu'à 24 milliards de dollars. Ce qui veut dire que la force de frappe des Imaratiens en termes d'investissement, elle est très importante. Et elle est côtoyée par plusieurs pays. Je pense dans une émission ici, on a parlé des pays connecteurs, qui sont connecteurs au niveau des commerces internationaux. Parmi ces pays, vous avez l'Indonésie, vous avez le Mexique. Parmi les grands investisseurs, c'est les Imaratiens. Donc aujourd'hui, pragmatique dans quel sens? C'est que nous essayons d'associer la dynamique politique avec la dynamique économique. Alors, Nabil Adel, effectivement, donc Abdeltef Komat a donné les chiffres.
Zakaria Filano est revenu un peu sur les termes, et c'est vrai que les termes, c'est pour ça que j'ai choisi cette partie-là, modèle de coopération pragmatique, concrète et des projets structurants. Alors, il y a toute la liste des projets structurants. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'il y avait avant? Alors, juste un point, il faut clarifier les termes du débat pour ne pas s'emballer inutilement. Alors, ce sont des mémorandums d'entente. Ce ne sont pas encore des projets. La différence est de taille. Là, oui, mais on y revient tout à l'heure parce que les mémorandums sont datés. Il n'y a peut-être pas de chiffres, ça va être une juste d'un point de vue purement juridique, Saïd Bousta, un mémorandum n'est pas engageant, contrairement à un contrat. On n'est pas encore en phase de projet. On est juste en phase où on échange le cadre de travail. Pour dire un mémorandum d'information, ça veut dire qu'on est d'accord sur les grands principes, que nous partageons la même vision, que ce soit d'un projet ou d'une vision globale, mais que nous ne sommes pas encore en phase de projet. C'est le projet qui devient engageant. Quand on arrive au contrat, là ça devient engageant. Donc, la liste des projets qui a été montrée, ce sont des projets, ça fixe un cap, mais ça ne veut pas dire que tous ces projets seront réalisés. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. Ce sont des projets qui ne sont pas réalisés par l'État émirati ou l'État marocain. Ce sont des opérateurs émiratis et des opérateurs marocains qui doivent prendre maintenant le relais et opérationnaliser sur le terrain. De même, c'est qu'avec les Émirats, avec d'autres pays, nous avons parfois signé des mémorandums et qui ne se sont pas matérialisés par des projets, ce qui est tout à fait normal. C'est pas tous les mémorandums aboutissent à des projets. Les mémorandums, c'est ce qu'on appelle des documents non engageants. Ça veut dire on partage des principes, mais chaque partie reste libre de s'engager ou pas. C'est le contrat de projet qui va matérialiser l'engagement. Donc là, on trace un cadre où il y a un certain nombre de projets, il y a un certain nombre de secteurs, il y a un certain nombre de zones géographiques. C'est important. C'est dans la suite des deux derniers discours de Sa Majesté. Le premier à l'occasion de la fête du trône, où il a parlé du Maroc qui rentre dans l'ère des grands projets. Et ensuite, le dernier discours de la Marche verte, où on parle de la façade atlantique. Donc là, ça vient donner un cadre, ça vient de... Alors, on va revenir, si vous permettez, Nabil Adel, je reste avec vous justement, on va revenir sur le côté géographique de la chose, parce que la composante Afrique est quand même très importante, mais je voudrais revenir sur ce que vous dites là, justement, que les mémorandums ne sont pas des projets en eux-mêmes. Et la déclaration ne comporte pas de chiffres, mais elle comporte un calendrier. Donc, il est appelé, sous la supervision, sous le contrôle des deux chefs d'État, les différents secteurs concernés, les différents ministères concernés, les différents organismes publics concernés devront donner des résultats dans les 3 mois. Il y a un calendrier qui est précis, qui est de 3 mois. Comment vous voyez les choses comme ça? Qu'est-ce qui va se passer pour ces dizaines de projets qui vont peut-être pas être faits tous, mais il y en aura beaucoup qui sont faits parce qu'au bout de 3 mois, il va falloir remettre une copie au chef d'État, aux deux chefs d'État. Vous avez deux axes. Alors, soit ce sont des projets qui sont portés par le public. Et là, effectivement, le gouvernement est le maître des horloges. Donc, c'est lui qui contrôle le timing. Et donc, ça ne s'appartient qu'à lui, aux ministres, aux administrations, d'accélérer le chantier. Maintenant, quand ce sont des projets qui doivent être mis en œuvre par le privé, là, le calendrier est différent parce que le privé doit étudier, il y a des instances de gouvernance, des conseils d'administration, il faut soumettre les projets, faire des études de faisabilité, s'assurer que les projets sont rentables. Et donc là, du coup, le gouvernement n'est plus le maître des horloges. Donc ça, c'est un calendrier qui dépend des opérateurs privés eux-mêmes. L'idée, encore une fois, c'est que nous avons un cadre. Nous avons un cadre qui trace un certain nombre de pistes de développement, mais le timing et les budgets, c'est la deuxième phase. Là, une fois que sur ces mémorandums, il va y avoir des plans d'affaires, il va y avoir des études de faisabilité, il va y avoir des prévisions chiffrées, et sur cette base, et puis les accords entre les parties, c'est sur cette base qu'on peut s'engager. Alors pour le moment, et c'est à la limite à la hauteur des chefs d'État, on va pas rentrer dans ces détails au niveau des chefs d'État, on trace un cadre. Maintenant, il appartient au gouvernement d'opérationnaliser toute la partie qui est concernée par le secteur privé, et puis le patronat marocain, avec le patronat émirati, de voir les projets communs, comment les mettre en place, le financement et autres. Maintenant,
comme vous avez dit, pas tous les projets seront mis en œuvre. Mais c'est le cadre qui nous intéresse. Peut-être que certains projets ne seront pas mis en œuvre, mais d'autres qui n'ont pas été identifiés vont s'avérer plus intéressants. Vont apparaître ou vont émerger. Vont apparaître. Donc, chemin faisant, on va apprendre à mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut garder aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas encore de projet dans le sens où on a des études de budget, des timings et des choses prêtes à l'emploi, mais plus d'un cadre global de la collaboration. Alors, vu le cadre, Abdeltaif Komat. Oui, allez-y, Zakaria. Très important, c'est que, oui, certainement, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'un mémorandum, c'est pas un projet, c'est pas un engagement, c'est pas un contrat, mais s'il est signé par la haute puissance d'un pays, ça pourra prendre une deuxième interprétation sur le plan juridique. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites par le souverain, qui parfois ne sont pas décrites de façon formelle dans la loi, mais qui ont un pouvoir. Qui ont l'aval du chef de l'État et donc toute la puissance qui va avec. Parce que ce qui est le plus important, c'est qu'il faut savoir que lorsque deux rois se réunissent, ça donne aussi un signal vis-à-vis d'un certain comportement de deux pays. Et donc oui, certainement, sur le plan papier, sur le plan juridique, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment un contrat bien établi, mais l'existence d'une signature royale, que ce soit par notre souverain ou aussi par le souverain des Émirats, ça peut donner une garantie ultime que ces projets vont se réaliser. Oui, je dirais, c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est les grandes sommités des deux pays. Bon, ça c'est... Bon, j'ai dit, il y a beaucoup d'autres choses qui se réalisent. Voilà, soulignée. Voilà, parce que c'est signé par les grandes puissances ou les deux grandes puissances des deux pays. Il y a un autre élément très important, et je m'arrête là, c'est que les projets, dans les déclarations qui ont été signées, on ne parle nullement du gouvernement. On ne parle pas de gouvernement, on parle des équipes qui seront chargées. Et je pense que ces projets-là dépassent largement le gouvernement, parce qu'ils vont s'étaler sur des périodes qui dépassent le mandat du gouvernement. Et donc maintenant dire que le gouvernement, que c'est lui qui doit prendre en charge, je pense qu'il y avait beaucoup d'institutions qui étaient indépendantes du gouvernement. Il y avait le fonds Mohamed VI, il y avait aussi des représentants de l'agence de gestion du patrimoine de l'État, il y avait beaucoup d'organismes qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Alors donc, justement, voilà, je dis, il ne faut pas vraiment dire que c'est le gouvernement qui va prendre en charge. Vous m'avez devancé, Zakaria Filano, je m'arrête là. C'est ce que je voulais justement vous poser comme question à vous et à Abdeltaif Komat, donc vous y avez répondu, c'est que oui, effectivement, des mémorandums ne sont pas des actions précises. On est d'accord sur ça. On est tout à fait d'accord sur ça. Mais il y a la présence du fonds Mohamed VI d'investissement. Il y a la présence du ministre de l'Investissement, de la Convergence des politiques publiques, Mohsin Jazouli. Quel est votre avis sur la question, Abdeltaif Komat, après ce qu'a dit justement Nabil Adel, sachant qu'encore une fois, cette déclaration ne comporte pas de chiffres, mais qu'elle comporte un agenda et un calendrier fixe, précis. C'est-à-dire, à début mars, théoriquement, il devrait y avoir des résultats, enfin des contrats clairs. Non, à mon sens, en fait, en partie, je suis d'accord avec c'est Adel, mais en partie peut-être pas. Je relativise. Dans le sens un peu de ces Firano, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de projet ou peut-être il s'agit de mémorandum ou d'entente et pas encore dans la démarche projet? Je dirais que nous ne sommes pas au point zéro. Il ne s'agit pas de signer un mémorandum et on va à peine commencer à réfléchir à transformer ce mémorandum en projet. Certainement, c'est une visite royale, comme vous l'avez dit, qui a une ampleur énormément significative et symbolique au niveau de la forme et au niveau du contenu. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait auparavant, certainement pendant des mois, sinon même des années. Il y a des équipes qui ont monté ces projets. Il y a certainement aujourd'hui une conception détaillée de la faisabilité de ces projets en termes de la triade du projet, à savoir les moyens financiers, les délais et la qualité. Et là, on a beaucoup insisté le fait que le volet échéancier est établi, la dimension et la qualité de ce projet est avérée. Alors, il y a bien sûr le volet financier, mais c'est l'objet de discussion, de négociation et de prise de position pour dire que il y a un travail qui est certainement fait pour que l'on puisse parler véritablement de projet. Alors ça d'une part, mais d'autre part, aujourd'hui le Maroc il s'est structuré en conséquence, en termes d'institutions. Aujourd'hui, si on évoque le fonds Mohamed VI pour la gestion des projets stratégiques, en fait qui est un fonds ouvert sur l'international, nous avons déjà une structure qui aujourd'hui mobilise des moyens pour s'intégrer
dans les projets qualifiés de stratégiques. Et bien sûr, Dieu sait que l'essentiel ou la totalité de ces projets, on peut les considérer comme des projets stratégiques. Il y a par exemple le gazoduc. On parle du gazoduc dans lequel il y a le Nigeria et le Maroc et la dimension financière a été ouverte et les institutions sont interpellées pour y contribuer. Donc le cadre est prêt et maintenant les Émirats arabes unis évoquent leur intention d'y participer. Tout cela pour dire qu'en amont, il y a deux volets très importants pour dire que l'on puisse déjà parler de projet. La première, c'est qu'il y a eu une préparation très minutieuse de cette mission. Les équipes ont travaillé, ils ont une idée sur tout ce qui est requis pour justement que l'on puisse parler de véritables projets. Et la deuxième chose, c'est que le Maroc a établi une vision, donc à l'horizon moyen et long terme. On parle pour certains ponts de cette vision de 2030, d'autres de 2035, notamment dans le cadre du nouveau modèle de développement, d'autres même à l'horizon 2050, par exemple la question de l'eau, la question des énergies renouvelables. Nous avons des stratégies et nous avons des institutions. Nous avons des institutions qui aujourd'hui mobilisent des fonds. Aujourd'hui, par exemple, la Royal Air Maroc, qui est un des axes fondamentaux justement pour cette ouverture atlantique. Aujourd'hui, il a une stratégie à 2037. Il s'agit de multiplier la flotte par 4. Et donc, le besoin est identifié. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la Royal Air Maroc fait partie de cette mission. Donc, le besoin du Maroc, il est identifié, il est connu. Et les Émirats arabes unis ont évoqué leur intention de contribuer à ce projet. Et donc, c'est pour ça pour dire que nous sommes dans le concret, nous ne sommes pas que dans des intentions. Je dirais, nous sommes dans du concret qui, bien sûr, il a fallu qu'il y ait cet acte solennel par les deux chefs d'État, un mémorandum général, et puis, bien sûr, à le transformer. Tout à fait. La réflexion de Nabil Adel était judicieuse, parce que justement, il fallait lever ce flou qui pourrait entourer le terme mémorandum. Effectivement, là, on se rejoint. Il y a un aval, il y a une supervision, un calendrier. Donc, on n'est pas vraiment dans la déclaration d'intention, même si le mémorandum n'est pas quelque chose de précis. On va revenir sur la position géographique. Je vous voyais tous les trois tout à l'heure voulant aller vers l'Afrique. Alors nous y allons. Nous avons une connaissance, donc on connaît notre position géographique qui nous place à la confluence de trois espaces culturel, économique, civilisationnel, tout ce qu'on veut. On peut dire qu'alors, on peut poser la question quand on voit la carte du Maroc. Je commence par vous, Nabil Adel. On est le hub africain de l'Europe et de l'Amérique, ou on est le hub américain et européen de l'Afrique. On est véritablement à la confluence de ces ensembles. Est-ce qu'on maintenant, on peut dire qu'avec cette mise en réseau des compétences des deux pays, de l'argent, des fonds des Émirats, des compétences marocaines, de la position des débouchés marocains, est-ce qu'on peut considérer que finalement ça nous ramène vers le discours, c'est ce que je disais en ouverture, ça nous ramène vers cette vision stratégique royale qu'on peut appeler de l'afro-atlantisme, c'est-à-dire l'ouverture sur l'Atlantique et désenclavement des régions, des pays intérieurs en Afrique sahélienne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque part une convergence entre la visite royale et le discours royal? Clairement. Juste avant de répondre plus dans le détail à cette question, en fait, quand on parle de mémorandum d'information, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une étape dans un processus. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du concret. C'est une étape qui va être suivie par d'autres étapes. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur cette phase contractuelle. Maintenant, pour parler de la façade atlantique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contraintes objectives qui ont poussé le Maroc à aller vers cette orientation. Nous avons un voisinage qui n'est pas des meilleurs. J'aime beaucoup votre manière très nuancée, très délicate de le dire. Continuez. Sa Majesté a tout fait pour donner vie à l'humain. Ça n'a rien donné. Donc on ne peut pas, avec des ambitions de... La main est toujours tendue. La main est toujours tendue, naturellement. Avec des ambitions d'accélération en termes de croissance, le Maroc ne peut pas rester ligoté dans un espace complètement figé comme ça. Donc Sa Majesté a commencé depuis 2000 à aller vers l'Afrique. On a signé une cinquantaine d'accords, des visites, des dizaines de visites dans plusieurs pays.
À peu près 35 visites Voilà. et à peu près 1 millier d'accords depuis Exactement. l'accession de Sa Majesté au trône. C'est bien ça, je pense, sous votre contrôle. Alors Zakaria, malheureusement, on aurait dû voir les fruits de ces accords au niveau de la croissance économique, au niveau de la création d'emplois, mais bon, ça viendra avec le temps. Maintenant, sur la façade atlantique, le sujet de la façade atlantique, c'est un sujet d'actualité. Pourquoi? Parce que les pays qui vont se distinguer, qui sont toujours distingués dans l'histoire, mais qui se distingueront encore davantage, sont les pays qui ont une politique maritime affirmée. Le Maroc a commencé par Tangimed et Nadormed. Donc ça, c'est au niveau de la Méditerranée. Et donc, à travers cette politique de port, il a réussi à changer la donne dans l'espace méditerranéen. Avant, l'essentiel des flux était capturé par Al Jazeera et par le port de Marseille et de Barcelone. Barcelone, Maintenant, le Maroc dit « je suis dans cette région et j'ai mon mot à dire ». Et donc, à travers ce projet de port, il y a eu un changement dans la configuration industrielle du Maroc. C'est ce qui a accéléré le déploiement de l'industrie automobile, par exemple. Okay. Maintenant, sur la façade atlantique, là, le potentiel est encore plus important. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur un espace où nous avons d'un côté l'Afrique et de l'autre l'Amérique. Et aujourd'hui, quand on veut échapper à ce qui se passe un peu partout dans le monde, notamment les tensions au Moyen-Orient, notamment la complexité amenée de la géopolitique en mer de Chine, cet espace est un espace contrairement aux autres, qui est un espace paisible, où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de tension, où on peut faire du commerce sans beaucoup de complexité. Donc, si le Maroc veut devenir réellement ce hub entre l'Europe et l'Afrique et du côté de la façade atlantique, il y a 3 éléments, 3 conseils. Infrastructure, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, routière et de télécom. C'est ce qui attire les investisseurs et c'est ce qui leur permet de s'assurer que leur investissement est entre de bonnes mains. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il y ait des investisseurs qui arrivent, c'est parce qu'on a une politique infrastructurelle soutenue sur les 20 dernières années et que nous avons des infrastructures qui font honneur au pays, mais qui servent surtout les investisseurs. Zakaria Ferrano, je vous répète la même question différemment. Est-ce que c'est une mise en pratique donc de cet afro-atlantisme royal et est-ce que quelque part, puisqu'il y a des accords entre 2 États et puisque nous parlons d'États sahéliens, puisque nous parlons d'États atlantiques, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres États qui pourraient s'ajouter à ça pour justement à ces accords entre le Maroc et les Émirats pour mettre en place les investissements qu'il faut et étendre donc ces investissements à l'intérieur de l'Afrique? Oui, effectivement. Moi, je pense que le Maroc, il est en train de saisir une occasion sur les 20 ans qui vont venir. On ne peut pas dissocier ce qui se passe aujourd'hui au niveau des stratégies qui sont montées par le Maroc, que ce soit en termes d'infrastructures, en termes aussi de projets structurants au niveau du Maroc, des conventions qui sont en train de s'établir avec des pays comme l'Émirat. Pourquoi? Regardez, moi, je ne suis pas un géopoliticien, je pense que si Adil est mieux placé que moi pour dire ça, mais si je reprends depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du Pacifique, ça veut dire près de la Chine, il est en train de bouleverser le commerce international. Et tout le monde s'attend à ce qui va se passer réellement. Et il ne faut pas oublier que, si je vais analyser un peu juste les Émirats, ils ont, parmi les ports qui sont les plus importants, c'est ceux qui passent dans les transactions commerciales, passent par le Pacifique. Et là, je parle de port du Jebel Ali. C'est lui qui est le plus grand port au niveau de l'Émirat. Et donc aujourd'hui, si je prends les choses de façon stratégique, les Émirats, ils ont plus à gagner de diversifier aussi leur commerce à l'international. Et donc, ils doivent faire ça, ils doivent penser à l'avenir d'ici 10 ans et 15 ans, ce qui veut dire l'Atlantique. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui il y a un problème au niveau du Pacifique, ça sera l'Atlantique qui va prendre le relais. À travers quoi? À travers le Maroc. Nous avons parlé dans les conventions, le mémorandum, si je prends le vrai terme juridique, on a parlé de Dakhla Gateway, on a parlé de Nador, ce n'est pas aléatoire. Dakhla Gateway, Dakhla va devenir un hub en matière de commerce international. On a parlé de Nador. Pourquoi on a évoqué le port de Nador? Parce qu'il faut savoir que 18% du commerce international en matière de produits énergétiques passe près du Nador. Et donc automatiquement, si on arrive à avoir là-bas un port logistique qui permettra de transiter la marchandise énergétique à partir du Maroc, ça va faire bénéficier au Maroc, mais aussi pour toute la région. Et ça va permettre une plus grande stabilité. Pourquoi? Parce que nous avons toujours peur de ce qui peut se passer, soit au niveau du Pacifique, soit aussi dans les autres zones. Et donc,
Pour résumer, c'est que ce partenariat d'infrastructure, c'est un partenariat, je dirais, win-win. Le Maroc, il veut se positionner au niveau africain, au niveau international. Et donc, ce n'est pas uniquement un projet uniquement pour le Maroc, c'est un projet pour la région atlantique, pour l'Afrique tout entière. Mais également, l'Imarat trouve un intérêt particulier pour le Maroc. Parce que le Maroc, il est très positionné, bien positionné par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Je parle ici de Dakhla. Deuxièmement, le Maroc, il est déjà installé en Afrique. Nous avons des partenariats qui nous permettent de pénétrer tous les marchés africains. Et donc, ça donne, je dirais, une économie d'échelle pour pouvoir pénétrer la zone africaine. Et troisièmement, ce qui est le plus important qu'on ne faut pas oublier, c'est que le Maroc est un pays stable sur le plan politique, sur le plan social et aussi sur le plan économique. Ce qui permet de garantir aux capitaux qui vont venir de l'étranger que leur argent sera bien investi et qu'ils vont garder leurs revenus. Il y a un élément très important. C'est que les Émirats, oui, je vais être très rapide, les Émirats, ils ont un niveau de revenus et de rentabilité de leur projet d'investissement qui est très grand. On parle d'un price-earning ratio au niveau des marchés émiratiens de à peu près plus de 19 et 20. Ce qui veut dire que si demain il y a un problème, et s'il arrive un problème au niveau du Pacifique, l'Émirat ne pourra pas supporter qu'il y aurait une crise, soit au niveau du commerce international, soit aussi par rapport à ses exportations en matière énergétique. Alors, diversifier son portefeuille, rentrer dans d'autres zones de lobbyisme économique sur le plan stratégique, ça permettra de diversifier et aussi de réduire le risque futur par rapport aux Émiratiens. Et donc, dans cette conception, le Maroc et aussi les Émiratiens seront gagnants-gagnants dans le projet. Alors, Abdeltaïf Komad, je disais dans la question tout à l'heure, bon, les deux parties, les deux pays ont des compétences qui sont connues et reconnues. Mais d'un côté, il y a les fonds extraordinairement importants dont disposent les Émirats. De l'autre côté, il y a les débouchés extraordinairement importants dont dispose le Maroc, à savoir l'Afrique et l'Atlantique. Et vous voyez bien, c'est écrit hub stratégique unique. Est-ce que le Maroc donc est considéré comme hub stratégique unique? En revenant sur la suggestion, la proposition, l'idée de Zakaria Firano, qui est un déplacement du Pacifique vers l'Atlantique avec les problèmes et les préoccupations qui pourraient avoir lieu maintenant au Pacifique. Oui, bien évidemment, le Maroc est un hub stratégique. Il est en fait le hub pour l'Afrique, vers l'Amérique, mais également vers l'Europe. Et puis, bien évidemment, c'est un hub pour l'Europe et pour le continent américain vers l'Afrique. Donc aujourd'hui, personne ne peut le nier, personne ne peut discuter cette position géostratégique du Maroc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les faits le démontrent, notamment à travers l'infrastructure, parce que ce qui est en train d'être bâti aujourd'hui comme infrastructure, c'est dans le sens justement de consolider le leadership marocain comme hub, je dirais, un croisement des rencontres entre les différents coins du monde, notamment l'Europe, les États-Unis et l'Afrique, avec une extension vers l'Asie. D'ailleurs, aujourd'hui, l'implication des Émirats arabes unis, elle est dans ce sens-là. Donc, c'est un hub qui est déjà là, de par sa position, mais tout cela est en train d'être confirmé à travers les investissements qui sont essentiellement des investissements d'ouverture justement sur ces différentes régions du monde. Les collègues et amis ont évoqué le port de Dakhla, le gazoduc, par exemple. Le gazoduc aujourd'hui, Maroc-Nigeria, dont en fait les études sont avancées et ont démontré la faisabilité technique, la rentabilité économique, mais également le rôle stratégique. Et aujourd'hui, il est en train de récolter le financement pour l'opérationnalisation. Mais l'idée, en fait, de le transformer en projet est actée de la part des différentes parties. Et c'est un projet, bien évidemment, qui va avoir des effets aussi bien sur les 400 millions de la population qui vit dans les régions par lesquelles sera traversé ce gazoduc, mais également il va permettre l'électrification, la création d'activités économiques. Et donc, tout cela fait que le Maroc aujourd'hui, à travers un certain nombre d'objectifs, notamment qui sont liés à son développement, mais également à l'extension de développement aux régions avoisinantes. Et ça, c'est la posture africaine du Maroc. Le discours de Sa Majesté a évoqué le décloisonnement du Sahel. Ça, c'est une idée géniale en termes d'intégration économique de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est le continent le moins intégré économiquement dans le monde. Il est à un tiers de son potentiel d'intégration. Et d'ailleurs, les collègues ont évoqué le cas de l'UMA. L'UMA devait être un des maillons de cette intégration économique, parce que l'intégration économique
de l'Afrique, c'est la somme des intégrations des communautés économiques de l'Afrique, qui sont au nombre de 8. Et il se trouve que la région ou la communauté économique la moins intégrée et l'une des moins intégrées dans le monde, c'est l'UMA. Et malheureusement, nous sommes obligés tout d'abord de cohabiter avec ces situations, mais étant donné que nous avons un leadership qui essaye et qui fait que les difficultés se transforment en défis et en opportunités, c'est ce qui a poussé le Maroc à s'ouvrir sur d'autres régions. Et il le fait d'une manière, je dirais, qui est appréciée par les différentes puissances, et il le place de plus en plus le Maroc comme leur interlocuteur, comme le hub qui va leur permettre pour l'Afrique de s'ouvrir sur l'Europe et sur l'Amérique, et pour l'Amérique et l'Europe pour s'ouvrir sur l'Afrique. Et donc, bien sûr, le Maroc est un hub, il le sera davantage parce qu'il a des alliances, il a une vision qui est en train de transformer en véritable projet concret. Merci. Alors, vous parlez justement, Abdeltif Komad, du gazoduc Afrique-Atlantique, Nigeria-Maroc. Nabil Adel, on avait annoncé que les travaux, enfin la concrétisation, la mise en place pratique allait commencer en début 2024. Maintenant, il y a... On se posait la question, on s'interrogeait, on essayait de savoir quel était le financement. Maintenant, il y a les Émiratis qui sont dans la boucle du financement. Qu'est-ce que ça changera maintenant et qu'est-ce que peut gagner le Maroc au fait d'avoir les Émirats qui sont eux-mêmes producteurs d'hydrocarbures, peut-être pas autant de gaz que Qatar, mais ils sont producteurs. En quoi ça changerait les choses maintenant qui sont là dans ce gazoduc, dans ce projet? Alors, le grand défi de ce projet, c'est le financement. Je pense que toute la partie technique a été concluante, donc même politique et géopolitique, c'est bon. Maintenant, le financement on parle d'un projet de l'ordre de 25 milliards de dollars. 25 à 30 milliards pour l'instant, on dit. C'est beaucoup d'argent. Et donc, si aujourd'hui on sécurise le financement, c'est un projet qui peut transformer la façade atlantique du continent. Maintenant, on n'a pas beaucoup de détails. On sait on nous a annoncé que les travaux allaient commencer, mais on ne sait pas comment le projet va être financé, qui est dans le tour de table, qui est preneur et qui ne l'est pas. Je sais qu'à un certain moment, la Russie avait exprimé le souhait d'y être. Et le fait que Poutine fasse une en fait, tournée... excusez-moi, je vous coupe 2 secondes. Elle n'avait pas exprimé le souhait, mais je me rappelle, c'était en 2016 de mémoire, quand Sa Majesté était revenu de Abuja, où il avait signé donc ce mémorandum qui est devenu un projet, n'est-ce pas, avec l'ancien président Mohamed Bouhari. Le lendemain ou 2 jours après, le directeur ou le président du Conseil de sécurité nationale russe, Patrouchev, était à Rabat. Très bien. Alors, c'était juste un rappel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le grand défi de ce genre de projet titanesque, c'est d'assurer le financement. Et le financement, vous pouvez avoir des prêts multilatéraux, vous pouvez avoir recours aux institutions internationales, vous pouvez avoir des pays qui sont intéressés, mais ce sont des projets dont le financement est extrêmement complexe à monter. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de détails sur la configuration finale du financement. Quelle serait la partie émirati, de combien ils vont contribuer, est-ce qu'il y aura d'autres capitaux? À un certain moment, l'Europe a montré un intérêt parce que ça va réduire sa dépendance du gaz russe, mais puis on n'a pas vu plus loin. Ouais, voilà, c'est resté relativement timoré. Donc aujourd'hui, le grand défi de ce projet, c'est le financement. Si le Maroc et les Émirats, avec d'autres partenaires, arrivent à sécuriser le financement, cela veut dire que c'est un projet qui peut transformer la façade atlantique du continent parce qu'il a beaucoup d'effets d'entraînement, en amont et en aval. Et même en termes de dépendance énergétique, en matière de création d'emplois, de transfert de technologies, de création de richesses. Donc c'est un projet titanesque. L'entrée des Émiratis va apporter un plus. Eux qui sont d'abord des producteurs et donc qui ont l'habitude de ce genre de contrat, de ce genre de montage. Que le Maroc dans ce genre de voilà, de ce genre de montage financier complexe. Mais encore une fois, il faut raison garder, attendre des éléments plus concrets pour qu'on puisse se prononcer. Maintenant, on ne peut qu'émettre des hypothèses, et l'hypothèse sur laquelle on est en train de travailler, c'est que si on arrive à sécuriser le financement, effectivement, d'abord, le Maroc va renforcer davantage la crédibilité de sa cause nationale, puisque ça va passer par nos provinces du Sud. Et donc, ça veut dire que c'est une reconnaissance internationale. Tous ceux qui vont acheter ce gaz,
qui passent par les provinces du Sud, donc reconnaissent implicitement la déjà souveraineté. pas mal dans les provinces du Sud qui travaillent. Tous les Européens pratiquement sont là-bas. Exactement, exactement. Donc, mais en termes de symbolique, c'est assez puissant. C'est encore plus. C'est assez plus puissant fort. parce que c'est un acte de reconnaissance de souveraineté. Maintenant, et comme je vous ai dit, il faut attendre de voir les financements, comment ils sont structurés avant de se prononcer. Alors justement, je passe à vous, Zakaria Firano, pour la question du gazoduc que je combine avec la question des financements. Alors on parle de financements novateurs, capitaux, préconcessionnels commerciaux, dons, mécanismes de financement innovants. En quoi ces financements vont pouvoir être intégrés dans ce projet de gazoduc? Je pense, avant de parler de financement, il faut parler aussi de gouvernance de financement. Aujourd'hui, oui, nous allons recevoir, l'Imarat, il est là, on peut avoir d'autres pays qui vont venir avec ça. Maintenant, c'est la question de gouvernance qui se pose par rapport à ces financements. Bon, nous avons vu que avec Sa Majesté, il y avait le fonds Mohamed VI, il y avait d'autres instances qui étaient là. Nous avons aussi quelques acteurs qui rentrent dans le financement au Maroc. Nous avons par exemple la Caisse des dépôts et de gestion, nous avons des banques, etc., etc. Maintenant, la question de gouvernance, je pense aussi, c'est un point très important à soulever. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, je dirais, une coordination entre les instances de financement. Et surtout, là, je parle vraiment du rôle du fonds Mohamed VI comparativement au rôle de la CDG. Ça, c'est très important, il faut le soulever, avec d'autres institutions qui existent au niveau national. Et donc, la gouvernance de financement, c'est très important à soulever aujourd'hui par rapport à ces types de projets. Maintenant, je reviens à votre question. La question du financement, je pense que dans les déclarations qui ont été faites, on n'a pas encore une visibilité. Nous avons quelques options qui vont être utilisées. Nous avons des prêts, nous avons des capitaux qui vont être fournis, ça veut dire des financements directs, nous avons des dons, nous avons des financements innovants, etc., etc. Il peut y avoir d'autres types de financements. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une vision globale sur comment va se faire les montages financiers des différents projets. On ne parle pas uniquement du gazoduc, on parle aussi de projets qui sont vraiment très importants. On parle de le port de Dakhla, on parle aussi du port de Nador, c'est des projets, LGV. voilà, le TGV, etc., LGV. Donc nous parlons de plusieurs projets. Maintenant, comment va se faire le montage ? On n'a pas d'idée claire sur comment le financement va se faire. Maintenant, moi je pense que ce n'est pas l'Imarat ou je dirais le pays, nos confrères imaratiens qui vont rentrer seuls. Je pense qu'il y aura d'autres pays qui vont rentrer en jeu. Tout à l'heure, Cher Nabil, il a évoqué la Russie. Je pense hier ou aujourd'hui, le souverain imaratien a reçu Poutine. Et donc là, c'est des coïncidences qui montrent que les projets sont en train de se mettre sur table. Ça veut dire qu'on est en train Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose. Il y a des signaux qui montrent fait. que ces projets sont en train d'être négociés parce qu'ils vont changer un peu la logique du commerce international et aussi la logique énergétique au niveau international. Et heureusement que le Maroc il est au centre. Ça veut dire qu'on ne peut sortir que bénéficiaire de ce qui se passe au niveau international aujourd'hui. Maintenant, pour le financement, moi je pense que ces types de financement, c'est des financements qu'on appelle un financement structuré. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une seule forme ou un seul, je dirais, un seul montage de financement, mais il y aura des financements qui seront vraiment très, très, je dirais pas dérivés, mais ils seront des financements qui sont un peu complexes à comprendre sur le plan de ces financements de ce type de projet. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler de financement jusqu'à ce qu'on a le budget qui sera alloué à ces projets. Et donc là, l'idée finalement, la plus centrale, c'est de combien on s'attendra. Bon, moi, lorsqu'on parlait un peu des projets structurants qu'a lancé Sa Majesté, qu'on est en train de préparer, la Coupe 2030, etc., les projets énergétiques, si on fait la sommation, on est aux alentours de 900 milliards de dirhams d'ici 2045. Et donc, 900 milliards de dirhams, c'est à peu près le PIB marocain. Donc, si ce chiffre-là va être en partie financé par les Imaratiens, ou il y aura d'autres contribuables qui vont rentrer avec nous dans ces projets d'investissement structurants, donc il faudra réfléchir à quel montage mettre en place. Et je pense là, il y a le fonds Mohamed VI, il y a aussi l'agence de gestion du portefeuille de l'État, parce qu'il y a des entreprises publiques qui vont rentrer en jeu aussi. Il faut qu'il y ait vraiment un consortium de gestionnaires de fonds qui doivent se mettre d'accord et asseoir une manière de gouvernance qui sera la plus optimale pour ces projets d'investissement. Abdeltaïf Komat, il nous reste 1 minute et une poignée de secondes. Vu que vous avez une vue extérieure, vu que vous êtes au Mexique, le mot de la fin pour vous. Effectivement, juste un témoignage. D'ailleurs, je suis au Mexique, qui a la même position en Amérique latine que le Maroc. C'est un hub pour l'Amérique latine. Et en fait, il faut dire que nous avons senti une prédisposition de collaboration. D'ailleurs, moi-même, j'ai mené une conférence autour du développement du Maroc et l'ouverture sur l'Amérique latine et sur le Mexique, pour justement faire prévaloir ce projet de Sa Majesté, de donner de la dimension
à l'Atlantique comme bassin de coopération, notamment entre l'Afrique et l'Amérique latine. Il y a une prédisposition. Et je crois que, en fait, la vision éclairée de Sa Majesté aujourd'hui est partagée par une grande partie du monde. Et le fait que cette vision est en train d'être, je dirais, accompagnée d'une manière opérationnelle à travers, je dirais, des projets structurants, à travers des financements, tout cela présage que le Maroc aura dans l'avenir une position géostratégique très importante, aussi bien en Afrique que dans les relations de l'Afrique avec le reste du monde. Merci beaucoup. Merci Abdel Komat pour cette conclusion. Merci à vous et bonne suite de séjour au Mexique. Merci à vous Zakaria Firano. Merci aussi à vous Nabil Adel. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.